Dans mon commentaire à l'émission de mon collègue Mario Dumont, je vous ai lancé un appel à commenter sur notre premier sujet d'aujourd'hui qui fait référence aux nouvelles statistiques de la Société canadienne du cancer. Si vous m'avez entendu là-dessus, même peut-être à LCN, on s'en est parlé, hein, Fred. C'est quand même assez inquiétant ce qu'on entendait. C'est le docteur Denis Soulière, qui est porte-parole de la Société canadienne du cancer, qui disait, finalement, au Québec, on est plus touché par le cancer que dans le reste du Canada. En tout cas, si la tendance se maintient d'ici la fin de l'année, il y aurait plus de nouveaux cas de cancer au Québec qu'en Ontario et dans le reste du pays. La bonne nouvelle là-dedans, s'il y en a une, c'est qu'on meurt pas plus au Québec du cancer que dans les autres provinces. Alors, on va s'accrocher à ça. Donc, on a quand même quelques victoires du système de santé, quand même. Mais c'est ça qu'il faut se demander. Il faut se poser la question, on doit faire quelque chose de correct. Ouais. Cela dit quoi? Puis, je cherchais la réponse dans les explications du docteur Soulière, à savoir pourquoi au Québec, on aurait plus de cas de cancer qu'ailleurs dans le pays. C'est quand même 20% de plus ici, chez nous, qu'en Colombie-Britannique. C'est pas rien. On parle de cancer du poumon, cancer du sein, cancer de la prostate. On est en plein novembre. On a notre collègue Richard Martineau qui a eu à le vivre comme beaucoup d'hommes québécois. Cancer du sein, on le sait que c'est un cancer qui est toujours important pour les Québécoises. Alors, on va parler de prévention. On va parler aussi de solutions aujourd'hui. Et n'hésitez pas à nous appeler. Vous faites le 1-877-827-2346 et bien sûr... 187 Cube Radio. Êtes-vous inquiet par le cancer? Est-ce que vous craignez de faire face au cancer un jour? Peut-être l'avez-vous déjà... vous avez peut-être déjà eu à composer avec un ou l'autre de ces cancers-là. Peut-être que c'est le cancer d'un proche. Beaucoup de gens m'ont écrit pour me parler du cancer de leur conjoint, de leur conjointe. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider, pour repousser la maladie. Je vous dis, on ne parle pas assez de prévention, on va le faire à cette émission. Donc, voilà. Alors, je vais vous présenter tout de suite notre médecin qui va nous donner un peu d'infos là-dessus, le docteur Christian Carrier. Il est hémato-oncologue au Centre hospitalier régional de Trois-Rivières. Il est chef du département clinique de médecine de laboratoire. Il est également, il a plein de titres et il est secrétaire au conseil d'administration de l'Association des hémato-oncologues. Il est chef de service d'hématologie et d'oncologie médicale au CIUS Mauricie, Centre du Québec. Bref, on a vraiment la bonne personne pour nous expliquer un peu ces chiffres-là. Merci d'être là, Dr Carrier. Très préoccupant, ces chiffres d'ailleurs. Beaucoup de gens nous ont écrit un peu inquiets et se posant la question à savoir comment ça se fait. Oui, le cancer, c'est toujours une préoccupation importante. Là, l'important, c'est de se mettre en action puis de poser des gestes pour améliorer la situation. Là. On peut pas changer la génétique des Québécois, mais peut-être qu'on peut travailler ensemble pour changer leurs habitudes de vie. Est-ce que vous dites on peut pas changer la génétique, donc il y a une composante génétique. Vous l'évaluez à combien de pourcentage, docteur Carrier? Parce qu'on entend toutes sortes de choses. Pendant des années, on nous a dit c'est 30% génétique, 70% habitude de vie. Là, par les temps qui courent, on entend plus 10% génétique, 90%, tu peux changer, tu peux influencer ta santé. La vérité, elle est où? C'est difficile à dire, puis je pense c'est un débat un peu académique là, dans le sens que on sait que changer les habitudes de vie, ça a un effet très important à long terme. Puis le problème, c'est que c'est un effet à long terme. Alors, si on regarde la baisse du tabagisme au Québec, ça remonte à plusieurs décennies déjà, mais l'effet du tabagisme s'exprime dans les décennies qui viennent. Fait que si on a changé beaucoup nos habitudes il y a 20 ou 30 ans, on va commencer à peine à bénéficier des avantages de ça en termes de cancer. Puis c'est la même chose pour d'autres cancers. Si on regarde la vaccination pour le col de l'utérus, on a commencé il y a 15 ou 20 ans. On va commencer bientôt peut-être à récolter les fruits de ce travail-là bientôt, mais c'est clair qu'avec des données qui datent de 2017, donc déjà 8 ans, c'est difficile d'évaluer là exactement où on en est maintenant aujourd'hui. Là. Ça fait au moins 20 ans, oui. Ça fait quand même plus de 20 ans la vaccination contre le VPH, contre le virus du papillome humain, avec entre autres le Gardasil pour les petites filles de 9 ans, ensuite une deuxième dose à l'âge de 14 ans. 20 ans quand même, ça commence à être important, là, non? Oui, c'est sûr, mais pour les facteurs de risque du cancer, ça demeure une période relativement courte, si on veut. Là. Puis si on regarde les courbes de tabagisme au Québec, puis on regarde les courbes de diminution du cancer du poumon,
ça prend des décennies avant que ça casse. Fait qu'il y a un effort qu'il faut continuer de ce côté-là. Puis on parle de prévention, mais il faut pas oublier non plus tout le volet du dépistage. Là. Puis je sais pas si vous voulez qu'on aille là un peu. Allez-y. Moi, je vous suis, docteur. Oui. Ben, c'est très important, le dépistage. Vous voyez, là, actuellement, on a le sein, le côlon, le poumon. Là. Le sein, ça fait longtemps qu'on le fait. On pense qu'on pourrait peut-être étendre l'âge en dessous de 50 ans. Là, on fait les 50-70 ans. Est-ce qu'on devrait faire les 40-50 ans? C'est en discussion, puis on va comprendre un petit peu plus loin pourquoi c'est en discussion, puis c'est pas appliqué maintenant, tout de suite, demain. Le cancer du côlon, on a la recherche de sang dans les selles qui est disponible, qui va permettre de diminuer le nombre de colonoscopies puis d'améliorer l'accès des gens. Mais là aussi, il y a des soucis. Puis le poumon, ben on commence avec le dépistage des patients à risque avec le scan à faible dose. Les enjeux qu'il y a là-dedans, c'est quand on dit on voudrait demain matin faire tous ces dépistages-là, ben pour faire du dépistage du cancer du sein, ça prend des appareils, ça prend des radiologistes pour les lire, puis après ça prend des médecins pour faire les biopsies, puis pour prendre les patients en charge, puis opérer les patients au besoin. Fait que là, il y a toute une série de ressources, de matériel, de personnel, puis de médecins qui est nécessaire pour mettre ça en place. On regarde le cancer du côlon. Mais le cancer du côlon, actuellement, pour faire un dépistage de sang dans les selles, il faut passer par un médecin. Fait qu'on voit qu'il y a un souci, là. On a de la misère à avoir accès aux médecins. Est-ce qu'on pourrait pas rendre ça plus démocratique, que les gens puissent aller chercher une trousse à leur pharmacie ou quelque chose comme ça? C'est des hypothèses qui sont soulevées. On parle du cancer du col. Tantôt, il y a tous les tests qui s'en viennent avec le VPH. Ben, ça prend les appareils dans le laboratoire. Puis là aussi, il y a un enjeu de rendre le test disponible plus facilement aux patients sans avoir nécessairement passé par un rendez-vous médical. Puis ça demande toute une organisation qui n'est pas en place actuellement. Fait qu'il y a des enjeux, puis il va falloir s'atteler sur ces enjeux-là avec les bonnes personnes, puis avec les bonnes ressources. Cancer du poumon, on a dit ça prend des scans faible dose. Vous imaginez actuellement la liste d'attente pour faire un scan. Si on ajoute à ces patients-là toutes les personnes qui seraient en dépistage du cancer du poumon, puis ensuite faire lire ces films-là, puis ensuite adresser les nodules puis les anomalies trouvées. Fait qu'il y a une nécessité d'avoir des programmes pour rejoindre les gens, d'avoir des équipements, puis d'avoir des médecins pour faire fonctionner tout ça, là. Puis ça, c'est un enjeu qu'on a au Québec actuellement. C'est que on a un programme de lutte contre le cancer, mais est-ce qu'on fait vraiment les choses de façon aussi structurée, efficiente, efficace qu'on pourrait le faire? Je pense qu'il y a un travail à faire de ce côté-là. Donc, sur les façons de faire, vous posez la question et vous répondez un peu à votre propre question, Dr Carrier, c'est-à-dire qu'il y a des choses à changer ici dans l'organisation des soins oncologiques? Ben, probablement qu'il y a des choses à resserrer. Puis, si on regarde les statistiques canadiennes de cancer, on voit que, il y a des disparités, mais comparons-nous, par exemple, à l'Ontario, là, pour pas se comparer à d'autres provinces qui sont peut-être moins semblables à la nôtre dans l'organisation. Ben, il y a quand même une bonne différence entre l'Ontario et le Québec. Il y a peut-être des stratégies là-bas qui sont prises, qui sont peut-être plus efficaces que les nôtres. Puis, tu sais, comme quoi, par exemple, avez-vous quelque chose en tête, Dr Carrier, quand vous dites ça? Est-ce que vous êtes au courant, par exemple, de stratégies là, qui sont mises en pratique en Ontario, qu'on aurait avantage à copier, nous, ici au Québec, à utiliser? Je peux pas vous faire un comparatif point par point parce que c'est pas mon mandat dans mon travail quotidien. Moi, je suis un clinicien. Je comprends. Mais tu sais, il y a quelque chose à regarder là. Il y a quelque chose à regarder là parce qu'on est tous sur la même planète. Puis là, l'Ontario, génétiquement, est probablement pas si loin que ça de nous autres. Là, je connais pas leur démographie exactement, mais je sais qu'en Colombie-Britannique, il y a beaucoup d'Asiatiques. Donc, est-ce que ça peut changer un peu les statistiques? Probablement. C'est pas sûr qu'en Ontario, on est si différent. C'est qu'il faudrait regarder des choses comme ça, entre autres, pas nécessairement aller voir ce qui se fait tout partout dans le monde, mais au moins regarder nos voisins. Puis, tu sais, vous savez, je peux pas m'empêcher de le dire, mais organiser la lutte au cancer, c'est quelque chose qui se fait avec une collaboration étroite entre le ministère, puis les médecins, puis les gens de terrain. Je sais, je le fais depuis 30 ans, j'ai participé à plein de programmes, mise en place des infirmières pivots, mise en place de la certification des centres d'oncologie, etc. Depuis des années, mise en place des comités de thérapie, de diagnostic et thérapie du cancer. Là, je pourrais vous nommer plusieurs dossiers. C'est toujours le fruit d'une collaboration étroite
entre les gens du ministère et les gens de terrain dont je suis, qui ont une expertise sur la vraie pratique des choses. Puis là, de cette interaction-là constructive, de ces discussions-là, vont naître des programmes qui fonctionnent, puis qui vont avancer. Puis là, écoutez, je ne veux pas parler de ça longtemps, mais vous comprenez que dans le contexte actuel... Mais j'allais vous poser la question. Là. Si vous dites organiser la lutte au cancer, c'est un effort concerté entre tous les professionnels et le gouvernement. Absolument. Là, en ce moment, qu'est-ce qui arrive en ce moment? Est-ce que vous diriez, Dr Carrier, que ça s'organise pas mal moins, ou en tout cas que c'est un peu le chaos? Ou? Ben, écoutez, en quelques mots, c'est assez clair que on peut pas s'asseoir à une table puis organiser des programmes avec une situation que je qualifierais de guerre ou de conflit ouvert comme on a actuellement. Puis là, je ne m'étalerai pas là-dessus, mais c'est clair que moi, ça fait 30 ans que je travaille avec le ministère. J'en ai pas contre eux. Il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on soit ensemble. Puis là, c'est pas en partant en guerre contre les médecins qu'on va aider la lutte au cancer au Québec. Fait que ceci étant dit, espérons une accalmie, espérons qu'on va pouvoir s'asseoir ensemble, puis regarder les statistiques dont on vient d'être mis à témoin, de prendre ça en considération, puis de voir comment on peut avancer. Actuellement, le risque, c'est le départ de certaines personnes, puis c'est le désengagement de certaines personnes, puis c'est pas sur des terres brûlées qu'on va faire pousser une cancérologie qui est en santé au Québec. Là. Puis là, je m'arrête là, je veux pas, c'est pas le sujet du propos, mais non, mais c'est connexe, puis complètement. C'est l'éléphant dans la pièce, hein, c'est ça. Ouais. Oui, mais justement, c'est l'éléphant dans la pièce, puis oui, puis là, vous parlez à quelqu'un qui a collaboré. Là, les gens au ministère me connaissent par mon prénom. Là, vous comprenez ce que je veux dire? Fait que je suis pas en train de vous bullshiter. Là, je sais très bien comment ça fonctionne. Je connais très bien les gens qui sont en place. Puis là, ils sont un peu malheureux parce qu'ils sont devant des ponts qui sont coupés. Là. Puis ils n'ont pas la prérogative de changer ça, puis nous non plus. Fait que c'est sûr que si on veut agir sur le cancer au Québec, il va falloir tomber dans une accalmie, que les médecins puissent se rasseoir avec eux puis travailler avec eux. Il y avait un congrès il n'y a pas longtemps de cancérologie au Québec au mois de novembre que j'anime depuis 15 ans, 20 ans, mais je suis pas allé, madame, parce que qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire là dans les circonstances actuelles? Docteur Carrier, voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui ont le cancer au Québec en ce moment et qui payent le prix de ce litige entre le gouvernement et ses médecins? Non, mais je vais vous donner un exemple. J'ai 4 radiologistes interventionnistes. S'il en part 2, il m'en reste 2. Comment je fais en Maurice-Centre du Québec pour avoir les biopsies dont j'ai besoin pour traiter les cancers? Il n'y a pas besoin de partir 250 personnes. Et là-dessus, écoutez, est-ce qu'il y en a deux dans votre gang là, qui ont émis l'intention de s'en aller? Mais écoutez, des radiologistes interventionnistes, c'est des petites créatures qui sont extrêmement recherchées. Là. Quand quelqu'un comme ça lève la main pour dire « je me cherche quelqu'un pour prendre soin de moi », il y a beaucoup de personnes qui prennent le téléphone puis qui ils se montrent intéressés. Là. Fait on joue avec le feu. Là. On joue avec le feu. Puis là, écoutez, c'est pas le propos de cette interview-là, je pense. Puis je voudrais juste nous ramener sur le fait que vous disiez au début, on meurt pas plus. Ben écoutez, on meurt moins, là. Puis là, j'ai pas les statistiques de décès, je les ai pas vues, là, ces dernières minutes, puis ces dernières heures. J'ai pas regardé beaucoup les statistiques de décès Canada versus Québec, mais il est clair qu'en cancérologie, au cours des dernières années, puis là, les statistiques de 2017 peuvent pas encore refléter ça complètement. Il y a énormément d'avancées technologiques en termes de thérapie, en termes de stratégie de traitement, donc les patients vivent plus longtemps avec une meilleure qualité de vie. Ouais. Puis au Québec, je le vois dans ma pratique en Mauricie, ici à Trois-Rivières, c'est pas juste dans les grands centres, c'est pas juste dans les centres tertiaires, c'est pas de la science-fiction, c'est pas des choses qui sont des protocoles de recherche ou des choses expérimentales. Dans le quotidien d'un oncologue actuellement, il y a une nette amélioration de la qualité de vie des patients et de la durée de vie des patients atteints de cancer. Puis ça, il faut remercier toutes ces nouvelles thérapies. On parle beaucoup d'immunothérapie. L'immunothérapie, ça a changé le devenir de nombreux patients. Puis je donnais l'exemple encore aujourd'hui à mon étudiante. Quand j'ai commencé à travailler, les gens qui avaient un myélome multiple, un cancer de la moelle des os bien connu des hémato-oncologues, ils vivaient à peu près 3 ans. Maintenant, j'ai plusieurs patients que je suis qui sont 10 ans, 12 ans traités pour cette maladie-là, avec une vie assez
assez intéressantes en termes de qualité de vie. C'est des gens qui ne sont pas constamment à l'hôpital, constamment à l'urgence, ils ne sont jamais hospitalisés ou rarement. Ils vont très bien. Fait que, tu sais, il faut aussi voir le bon côté des choses, c'est que on a au Québec, on a malgré tout accès à la technologie. On a malgré tout, avec toutes les limitations qu'on pourrait discuter longuement, mais on a malgré tout accès à des technologies qui ont amélioré grandement le devenir puis la vie des patients atteints de cancer au cours des dernières années. Oui, donc il y a une façon de nous rassurer d'une certaine façon parce que en même temps, je suis sur le site de la Fondation québécoise du cancer, puis on dit bien, on peut pas non plus baser les chances de guérison d'un cancer sur les statistiques. Il y a beaucoup de variables à prendre en considération. Évidemment, il y a le type de cancer. Il y a le stade de la maladie, il y a la réponse au traitement. Au cours des dernières années, on a aussi dit, il y a l'attitude aussi du patient. Il y a la génétique, vous en avez parlé, à des degrés de pourcentage différents. Si vous permettez, Dr Carrier, on a Julien qui attend depuis un petit moment parce qu'il veut intervenir dans notre discussion. Vous êtes, en tout cas, merci parce que c'est très éclairant ce que vous nous dites, là. Oui. Bonjour, Julien. Oui. On vous écoute. Oui. On vous écoute, Julien, vous êtes à la radio. On vous écoute. Vous avez un témoignage à faire concernant notre discussion sur le cancer? Oui, ben c'est mon frère jumeau. En septembre 2024, mon frère jumeau, je reçois un téléphone, il me dit que mon oncologue veut te voir, il dit tu as le cancer, il dit. Je suis allé le voir, j'ai passé les tests, puis j'avais le même cancer. Ah oui, donc c'est un cancer génétique, c'est ça que vous vouliez dire? C'est ça, vous avez votre frère et vous, même cancer. Quel cancer, si ça vous ennuie pas de nous dire? Cancer de la prostate. Ah oui. Cancer, oui. Et comment ça va pour vous aujourd'hui et pour votre frère? Ah, ben, moi, j'ai passé tous les tests, les radios, les traitements, tout ça, puis le PSA est tombé à 0. Mais mon frère jumeau, lui, il est complotiste, il ne croit pas à ça. Il n'a pas pris toute la procédure. Il n'y a pas eu de traitement. Il ne croit pas à ça, au traitement. Puis il ne croit pas à la science. Ça, c'est pas drôle, ça. Oui, allez-y, Dr Carrier. C'est un jumeau identique, c'est ça que je comprends? C'est vraiment votre jumeau identique? Oui. Fait qu'il a exactement le même matériel génétique que vous, là. Fait que oui, c'est ça, parce que moi, oui. J'ai suggéré à mon oncologue de faire un suivi parce que ça va donner une idée comment ce qui passe dans les deux cas. Parce qu'ils disent des fois que le cancer, tu meurs de d'autres choses avant. Hein. Ça dépend de la vitesse qu'il va. On a 70 ans, moi, là, 71 ans. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai pas trop de nouvelles jusqu'à maintenant. Parce que vous n'avez pas de nouvelles de votre oncologue depuis combien de temps? Non, de mon frère. Ah, de votre frère, OK. Bon, oui, ben ça, c'est sûr que s'il y a des... Quand on a des visions différentes des choses dans les familles, ça a un impact aussi. Mais de votre oncologue, vous avez un suivi satisfaisant de la part de votre oncologue, Julien? Ben, la dernière fois, là, j'ai passé des tests de sang. Là. Le dernier que j'ai passé, c'était au mois de mars, avril. Puis tout était à 0. Là. Fait que là, une fois par année, on passe. Ça devrait être correct. Merci. Un suivi. Oui, bonne chance, Julien. Merci d'avoir pris le temps de nous appeler. Je pense qu'il y a beaucoup de commentaires aussi. Oui, on est derrière tout le monde qui nous écrit, là, notamment quelqu'un qui nous dit que son frère est mort du cancer du poumon il y a quelques jours à peine, quelqu'un qui était fumeur depuis toujours. Il y a Amélie aussi qui dit, mais j'espère que je vais garder mon extraordinaire médecin de famille parce que elle veut se faire dépister à temps si un jour elle a cette affliction. Sinon, François de la Prairie qui dit, oui, je suis inquiet, ma conjointe aussi, 2 de ses sœurs sont décédées du cancer. Et bon, c'est sûr qu'il y en a une autre de ses sœurs qui va arriver même chez lui pour sa fin de vie. Alors, définitivement, ça tourne autour de François qui a préparé la maison pour ça. Mais quand on revient aux individus, Isabelle, je me demande si on peut se protéger un peu. Oui, il y a l'aspect génétique, Oui, mais l'aspect génétique, je veux juste qu'on en parle un petit peu parce que là, on vient d'avoir l'exemple de Julien. Là, dans les commentaires que tu lisais, Fred, il y avait quand même beaucoup de gens là, plusieurs sœurs, oui, c'est ça, qui parlent de leur famille. Puis ça nous fait peur, docteur Carrier, parce qu'on entend ma sœur, mon frère, ma mère. Quand c'est dans la famille, même élargie, là, les gens sont très inquiets. Alors, on a souvent l'impression que c'est beaucoup plus génétique, peut-être, qu'on pourrait le penser. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là, si on creusait un petit peu plus sur l'aspect génétique du cancer au Québec? Bien, écoutez, c'est sûr que ça frappe toujours l'imaginaire, mais en général, puis ça c'est très général, on dit que si quelqu'un dans votre fratrie, puis là on parle surtout des frères et sœurs, les frères et sœurs puis les parents immédiats,
tu sais, quand on s'éloigne de ça, le lien génétique est beaucoup plus faible, c'est beaucoup plus difficile de faire des liens. Puis là, je vous fais une caricature un peu, vous comprenez, parce que je suis pas généticien, puis c'est compliqué un peu, mais c'est surtout les frères et sœurs, et c'est surtout quand le cancer survient avant l'âge d'à peu près 55 ans qu'on va dire, ouais, clairement, là, il y a probablement quelque chose de génétique. Ça veut dire qu'une femme qui est dans mon bureau, qui a un cancer du sein à l'âge de 45 ans, qui a 2 filles, je vais dire, écoutez, vos filles, il faut vraiment surveiller étroitement, puis on va faire un dépistage génétique de cette patiente-là. Quand c'est les cousines, les tantes, ça s'éloigne, ça devient beaucoup plus flou un peu. Puis quand c'est dépassé l'âge de 55-60 ans, le cancer augmente de façon très régulière et assez abrupte, là, dépasser l'âge de 50, 60, 70 ans. Là, quand on regarde les courbes, ça monte très rapidement. Puis dépasser 80 ans, c'est très élevé. Fait que avoir un frère ou une sœur qui développe un cancer à l'âge de 72 ans, c'est pas nécessairement quelque chose qui est très important comme facteur de risque. Je veux juste essayer d'être rassurant un peu. C'est ça. Mais c'est sûr que ça frappe l'imaginaire quand il y a quelqu'un dans la famille. Puis tu sais, on voit les statistiques quand on dit 42% des gens vont être touchés par le cancer dans leur vie. Ben les commentaires de vos auditeurs vont tout à fait dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on a tous un voisin, un ami, un membre de sa famille qui, à un moment ou l'autre, est touché par le cancer parce que les gens vivent de plus en plus vieux, les gens meurent de moins en moins des autres maladies, entre autres surtout les maladies cardiovasculaires. Les cardiologues sont devenus absolument excellents, fait que les gens vivent très, très vieux malgré les maladies cardiaques des fois sévères, puis ils vont avoir l'opportunité, entre guillemets, de développer un cancer à l'âge de 82 ans ou de 85 ans, au moment où il aurait dû peut-être être décédé d'une autre cause. Là. Quand les pensions de vieillesse ont été instaurées au Canada à 65 ans, la moyenne d'âge de survie des hommes était de 67 ans. C'était pas un programme très généreux. Ça l'est maintenant, vous comprenez? Fait que les gens vivent beaucoup plus vieux, donc il y a beaucoup plus de cancers. Puis comme je vous disais tantôt, il y a beaucoup plus de gens qui ne meurent pas du cancer, qui vont vivre pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans avec un cancer actif, suivi. Et ces gens-là, ben, ils embarquent dans l'autobus puis ils débarquent pas. Fait qu'il y a de plus en plus de monde. Puis ça donne une impression dans la population que tout le monde est malade du cancer. Ben oui. Absolument. Ouais. Puis écoutez, j'en ai vu dans mon bureau ce matin avec une étudiante. Puis l'étudiante, elle disait, es-tu sûr que le cancer, ce patient-là? Oui, viens voir, il y a des ganglions. Puis il est en pleine forme. Puis il se prépare à aller en voyage. Il se prépare à aller faire autre chose. Là. Demeure actif, il bricole, tout ça. Ouais. Fait que, donc aujourd'hui, on peut, c'est un peu fou à dire, mais je vais le dire quand même comme ça, on peut bien vivre avec le cancer, Dr Carrier, aujourd'hui? Ah oui. Ouais. Ah ben oui. J'ai des gens qui ont des cabanes à sucre, qui font le sucre au printemps, puis j'ai de la tire à la fin de la saison, là, puis on les traite en chimio aux 2 semaines, fait que ça existe, ça, là. Ouais. Encourageant, ça. Ouais. Ça existe, ça. Oui. Parce qu'on s'imagine les traitements invasifs, la chimiothérapie, on a mal au cœur, on a de la nausée, on vomit, c'est pas drôle, on perd ses cheveux, certains cancers. En fait, on s'imagine que passer à travers cette épreuve qu'est le cancer, les traitements, c'est très lourd, là. Puis ça l'est pour beaucoup de gens quand même. Là. Faut pas diminuer ça. Il y a une grande douleur quand même aussi. Ce qui fait dire à certaines personnes, puis pas que des complotistes, là, moi je suis pas sûre que je suis prêt à passer à travers tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Ben, il y a encore des traitements qui sont extrêmement intensifs, difficiles, mais je dirais qu'il y en a de moins en moins. Là. Il y a de plus en plus de médicaments, de médicaments thérapeutiques, mais aussi de médicaments pour contrecarrer les effets secondaires. Fait que, tu sais, moi, quand j'ai fait ma résidence, quand on cherchait un patient sur l'étage, qu'on le trouvait pas, on savait qu'il était à genoux devant la toilette en train de vomir. Là, je m'excuse, c'est un peu cru. Mais non, mais ça existe plus. Ça existe plus, ça, comprenez-vous, là. Ouais. Puis l'image qu'on voit qui est véhiculée beaucoup dans les films, c'est toujours l'extrême. Donc, les gens qui sont très malades, ça existe encore, qui sont très affaiblis par les traitements, mais il y a toute une légion de personnes qui sont traitées assez activement avec toutes sortes de molécules qui sont chez eux en assez bonne forme, qui profitent de la vie. Puis nous autres, on est extrêmement heureux de ça. Puis ça existe au Québec, là. On n'est pas privés de ça. On est très actifs, nous autres, les oncologues.
les oncologues médicaux, toute mon équipe ici, puis toute l'équipe de l'Association des hémato-oncologues, puis mes collègues à travers le Québec, pour rendre le plus possible les meilleurs traitements disponibles aux patients. Wow. Puis, comme je vous dis, on a très hâte de renouer la discussion avec nos collègues de façon plus sereine avec nos collègues du ministère pour être capable de faire avancer des projets puis continuer le travail. Oui, parce que là, pour le moment, Dr Carrier, est-ce que ces discussions-là sont arrêtées complètement? Ben, pas vraiment, parce qu'on n'a pas le choix, la vie continue, mais c'est sûr que l'enthousiasme est moins grand. Là, on fait pas ça dans la joie. Fait que disons que c'est moins créatif. Là, puis c'est ça que vous nous dites. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui ont, quand vous avez dit tout à l'heure à ma question, est-ce qu'il y a des patients qui payent le prix de ce litige avec le gouvernement? Vous avez dit non, mais il y a beaucoup de gens qui ont réagi puis qui ne croient pas ça. Là. Ils pensent que ça doit... Regardez, il n'y a pas encore de dommages irréversibles, mais ces dommages-là s'en viennent. Puis je vous donnais l'exemple, si je perds 2 de mes radiologues interventionnistes, conséquences il va y avoir. Là. Puis là, ils attendront pas jusqu'à l'été pour se décider. À un moment donné, il y en a qui vont lever les feutres. Là. Ouais. Fait que tu sais, il faut qu'il y ait un geste qui soit fait plus significatif que des pacotilles là, pour qu'on sorte d'une dynamique de conflit, puis qu'on arrive à des discussions qui sont sereines, puis qu'on mette de côté les choses monétaires, puis qu'on puisse parler des choses qui concernent l'organisation des soins. Là. Ouais. Êtes-vous content de votre salaire, vous? Votre salaire, il vous convient, Dr Carrier? Oui, mais j'y travaille énormément. Là. Écoutez, oui, moi, j'imagine. Je travaille 60 heures par semaine. Ouais. Je suis extrêmement dédié, je suis impliqué. Puis il y a beaucoup de choses que je fais qui ne sont pas payées, là, vous comprenez. Ben, puis là, je parle d'engagement. Oui. Mais c'est sûr, vous avez fait 2 spécialités. Hématologie, oncologie, c'est sûr que vous ne vous attendiez pas à travailler 3 jours semaine. On s'imagine bien ça. Puis c'est clair que vous êtes plus qu'occupé. Merci d'ailleurs d'être engagé envers vos patients et tout ça. Mais on s'entend que vous êtes content quand même de vos conditions. Là. C'est le message que peuvent retenir les auditeurs. Ben, écoutez, c'est ce que les Québécois pensent. Les Québécois, il y a seulement 20% des Québécois qui pensent que les médecins sont trop payés. Fait que j'imagine que ma perception est pas complètement folle. Ouais. Mais mes patients ici me disent toujours, mon Dieu, que vous allez vite, mon Dieu, que vous marchez vite, mon Dieu, que ça va vite. C'est sûr. Parce que on n'arrête pas, puis on n'arrête pas, puis on commence le matin, puis on finit quand c'est fini. Là, les patients veulent sortir de l'hôpital. C'est ce genre de job-là. Même chose que vous, j'ai hâte de sortir moi aussi. Rapidement, Dr Carrier, il y a Daniel qui pose la question de l'inflammation. Est-ce que c'est encore une chose dont on doit se méfier pour le cancer? Oui, il y a beaucoup de théories là-dessus, là, que les gens qui ont un profil inflammatoire vont peut-être développer des maladies, mais écoutez, ça, c'est très difficile. Là. C'est de la théorie encore. En clinique, on ne peut pas appliquer ça actuellement. Ouais. Ce qu'on applique avec l'immunothérapie, c'est de mettre le propre système immunitaire du patient au service vraiment de la destruction des cellules cancéreuses. Puis ça, on a une technologie, là. On a des technologies maintenant qui font ça, puis ça, c'est extraordinaire. Docteur Carrier, je sais que vous étiez de garde aujourd'hui, c'est pour ça que vous ne pouviez pas être en studio avec nous, mais merci d'avoir pris le temps. Quand vous avez un autre petit 20 minutes, laissez-nous savoir parce que on aura la suite de cette conversation avec vous. Ça nous en apprend beaucoup. Vraiment. Ça nous rassure aussi d'une certaine façon. Puis on est plus au courant de ce qui se passe en matière, en avancement par rapport à la technologie, les traitements et tout ça. Merci beaucoup. Docteur Christian Carrier était avec nous. Il est hémato-oncologue au Centre hospitalier régional de Trois-Rivières. Entre autres choses qu'il fait, il est chef des services d'hémato et d'onco-médical au CIUS Mauricie et Centre du Québec. On va s'arrêter, mais on va poursuivre avec le cardiologue Gilles Goulet. Le docteur Goulet va pouvoir répondre aussi à toutes ces questions qui entourent le tabagisme parce que c'est quand même une des principales causes du cancer. On nous l'a rappelé cette semaine. Avec le vieillissement quand même, on va parler des maladies cardiovasculaires aussi parce que ça aussi, il y a beaucoup d'impact sur les cas de cancer. Restez là tout le monde. Puis bien sûr, vos commentaires au 1-877-827-2346 et par texto 187 Cube.